Bon, eh ben écoute, bonjour Yann-Min, un réel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et avant tout, Et moi de même. merci de nous avoir accordé cette interview ici au After sur Second Life. Alors, je suis Reva Infondol et voici donc Cuervo qui nous filme. Hello. Alors d'abord quelques mots. Artiste des nouvelles technologies depuis 1979, écrivain de science-fiction, cyberpunk, fondateur des NoéNautes, néo-cyberpunk, réalisateur en art, vidéo, conférencier, enseignant spécialisé dans la cyberculture et les mondes persistants, artiste polymorphe. Comment définirais-tu ce parcours assez atypique? Parle-nous un peu de toi et de ton enfance à aujourd'hui. D'après toi, quelles ont été les étapes déterminantes dans ton parcours? Eh bien, voilà. Alors, il y en a eu beaucoup, mais je dirais déjà l'étape déterminante principale, c'est que je suis un breton asiatique. Il se trouve que mon père était vietnamien, qui avait d'ailleurs survécu à la guerre d'Indochine, et ma mère était bretonne. Voilà, ils se sont rencontrés à travers ça joue un rôle important à travers le militantisme communiste, puisque la seule organisation qui s'occupait de lutter contre la fin de la guerre du Vietnam, c'était le Parti communiste en France, ce qui fait que mes parents s'étaient engagés dans ce combat-là, et puis ils se sont installés à Lorient, dans un port, alors c'est ça qui est paradoxal, dans un port militaire, une ville de garnison, un port militaire où mon père a monté un cabinet médical, et ma mère était prof d'espagnol. Et donc j'ai vécu toute ma petite enfance comme eurasien en Bretagne, avec des parents communistes, donc qui étaient à un assez haut niveau du parti, très militant communiste, très impliqué. Et donc ça a été un vaste bordel mon enfance, puisque ça allait un peu dans tous les sens. J'avais à la fois une éducation extrêmement, comment je pourrais dire, d'avant-garde, vraiment d'avant-garde, où j'ai été impliqué par mes parents dans la révolution communiste, mais aussi dans tous les combats sociaux de l'époque. Mes parents s'occupaient énormément, par exemple, de ce qu'ils appelaient le lumpen prolétariat, c'est-à-dire que tous les samedis, ils s'occupaient d'aider les gens défavorisés, les dockers, les paysans, les marins-pêcheurs, pour résoudre leurs problèmes administratifs, vis-à-vis des problèmes médicaux qu'ils pouvaient avoir. Et d'un autre côté, ils étaient aisés. C'était, en fait, le paradoxe, c'est que j'étais donc dans une famille communiste, mais avec des parents bourgeois, très aisés au niveau économique, et j'avais un peu comment on va dire, quartier libre. C'est-à-dire, je pouvais m'acheter tous les livres que je voulais, aller voir tous les films que je voulais, j'avais accès aux nouvelles technologies, etc. très tôt, ce qui fait que j'ai été immergé dès ma petite enfance, à la fois dans les nouvelles technologies, à la fois avec un accès à la culture, à l'information puissance 10 000, en fait, avec énormément d'aisance, et aussi immergé dans la légende bretonne, c'est-à-dire dans tout cet univers fantastique de la Bretagne, avec les Brocéliande, les contes, le folklore, c'était le renouveau celtique à ce moment-là, et une immense liberté que mes parents nous avaient donnée. Donc, du coup, je dirais que le moteur principal, ce qui m'a construit, c'est déjà ce concours de circonstances de ma naissance, et donc aussi de mes origines asiatiques. C'est-à-dire, je suis toujours mi-breton, mi-asiatique, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus typé asiatique. Et en fait, ça aussi c'est un trait important, puisque il y avait une identité androgynique qui était donnée par le physique asiatique. Et donc j'ai eu plusieurs vies, plusieurs corps. Mon corps a joué un rôle très important dans ma maturation déjà à l'époque, et donc j'ai eu cette chance d'avoir déjà un avatar, d'avatar, un corps qui correspondait, on y reviendra, je pense, correspondait à une sorte d'archétype. Voilà. Ça, c'est pour l'enfance. Et puis, très tôt, mes parents m'ont incité, m'ont pas incité d'ailleurs, j'ai suivi le cursus habituel, tu sais, où
où c'est toujours le problème, d'ailleurs en France, c'est que je faisais partie des... Enfin, je vais pas insister trop là-dessus, mais en gros, je commence au lycée... Oui, j'étais très renfermé, très caché, très secret, très timide, ultra timide, surtout que je m'étais chopé le racisme. Hein, c'est-à-dire que je me faisais attaquer à l'école. Les enfants à l'école, ils passaient leur temps à se battre. La cour de récré, ils se mettaient en bande et ils se tapaient dessus. Et ce qui ne me plaisait pas vraiment. Et puis surtout, j'étais devenu un peu la tête de Turc parce que mon côté asiatique faisait qu'on me pourchassait en me traitant, alors, chose étrange, de chinois vert. Et donc, du coup, ça a renforcé un peu ma timidité. Et timidité qui a totalement explosé et disparu, je dirais, vers 14 ans, 13-14 ans, au moment de ma puberté. Carrément, j'ai basculé de l'autre côté, je suis devenu très expansif. Et j'ai commencé à explorer énormément de choses. Et donc, j'avais suivi le cursus, l'évolution habituelle, c'est-à-dire que après avoir été très renfermé sur moi-même, très caché, très secret, je suis allé jusqu'en première scientifique. Et puis là, on peut, c'est le genre de cursus justement qui est très promu par la hiérarchie, l'évolution, on va dire, scolaire, etc. Et puis, en fait, ça m'a gavé. Et puis, j'ai demandé à mes parents de redoubler en première artistique. Et comme ils étaient très ouverts, ils m'ont dit que je faisais ce que je voulais. Et donc, j'ai commencé un cursus artistique à partir de la première terminale. Et de là, j'ai eu donc, je dirais, la deuxième grand moment de ma vie. Ça a été quand mes parents m'ont obligé à m'inscrire au concours d'entrée des Arts Déco à Paris, alors que j'étais bien confortable, bien à l'aise dans mon petit monde de province, mais où j'avais déjà commencé à faire des expériences immersives radicales. Hein, c'est-à-dire à partir de 14, 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à fréquenter les groupes de rock de l'époque, les groupes de rock qu'il y avait à Lorient, dont Philippe de la Croix-Arpin qui jouera avec Pabeuf beaucoup plus tard. Il y avait aussi le groupe Mocin Plus qui deviendra une partie du groupe Soldat Louis. Et à 14, 15 ans, 16 ans, je les accompagnais. Et je me rappelle d'un truc intéressant, c'est que j'avais emprunté à Bob Lenoir, j'avais emprunté au groupe les grosses colonnes les grosses colonnes de haut-parleurs que j'avais installées sous mon lit dans ma chambre, au dernier étage de la très très grande maison de mes parents. Et je faisais des voyages, c'est-à-dire je mettais la musique à fond, je m'allongeais sur les colonnes de son, en fait, je les mettais sous mon lit et je poussais les basses à fond. Alors c'est ça qui était l'avantage d'avoir une grande maison, hein, c'est que ça gênait pas grand monde. J'écoute de la musique à fond et je me servais de ce dispositif sonore pour voyager, c'est-à-dire pour m'immerger dans des univers psychédéliques sans adjuvant d'ailleurs. Hein, uniquement par le son et la musique, j'ai commencé à voyager dans des univers parallèles en écoutant alors évidemment toutes les musiques psychédéliques de l'époque, hein, qui allait de Pink Floyd en passant par Klaus Schulze, Tangerine Dream, et tout ça. Et donc ça, c'est mes premiers voyages, j'aurais tendance à dire, en même temps que je dessine. Et puis je dessine et j'ai un deuxième voyage important, c'est dans la forêt de Quimperlé, où à un moment j'ai une vision où le paysage disparaît et je vois d'énormes rochers qui dérivent autour de nous. Et là, cette vision, c'est une espèce d'état de conscience modifié qui me vient aussi à partir de mes dessins. C'est-à-dire, déjà à ce moment-là, je pense, influencé par les pochettes de Yes, hein, du groupe Yes dessiné par Roger Dee, j'étais habité par les mêmes des rochers volants dérivant dans les airs. Soit je l'ai pensé en même temps que Roger Dee, puisque ça c'est les années 73-74, soit il y a un espèce de mème qui circule comme ça, de ce monde fantastique que je vais voir se développer, se répandre, grandir dans l'histoire des jeux vidéo en particulier. Soit tout bêtement j'ai été influencé par les dessins de Roger Dee. Et à partir de là, mes parents m'obligent à quitter cette espèce de cocon qui était la Bretagne des légendes, ce monde immersif. En plus, ils avaient acheté un vieux moulin perdu au fin fond des campagnes, donc c'était absolument génial. Et ils m'obligent à m'inscrire à Paris au concours des Arts Déco, et puis je rentre aux Arts Déco. Alors là, c'est le deuxième très très grand moment de ma vie, puisque je rentre d'abord au métier d'art.
immédiatement, sans avoir fait d'école préparatoire. Les métiers d'art, j'apprends toutes les techniques de peinture, de dessin, enfin c'est vraiment une école vraiment d'art appliqué, donc c'était génial en termes d'enseignement, mais frustrant parce que j'avais envie de raconter des histoires et comme il préparait un BTS, le côté raconter des histoires ne les branchait pas vraiment, et du coup je suis rentré sur dossier aux Arts Déco, et là je suis eu une chance inouïe, je suis rentré aux Arts Déco au moment où le nouveau directeur, enfin non, le directeur d'ailleurs, Michel Tourlière, a investi par le fait du prince, sur les conseils de son fils qui revenait des États-Unis, a investi dans un studio vidéo complet. Donc je me suis retrouvé à avoir accès à un truc qui est impensable. À l'époque, vous pensez, les caméras n'existaient pas. Enfin, les caméras VHS, ça n'existait pas, et j'avais accès à la télévision. Après mon cursus artistique, je me retrouvais à faire de la télévision. C'était énorme. Et à partir de là, je crois que c'est la suite. Tout ce que je vais vivre après va découler de ce moment-là. J'avais hacké le studio des Arts Déco. C'est-à-dire que je commence vraiment à ce moment-là à mettre en place des stratégies de hacker pour m'emparer des dispositifs et des technologies de la communication. Et le coup de chance, c'est que je m'immerge à 200%. Pour moi, la régie vidéo, c'était comme un vaisseau spatial. C'était la concrétisation du fantasme de voyager, toujours ce trip immersif, de voyager dans les espaces parallèles. Et donc, avec tous les boutons, toutes les lumières, etc., je commence à créer des œuvres. Et à partir de là, je me retrouve à exposer au Centre Georges Pompidou par un concours, à la fois un concours de circonstances et aussi des stratégies relativement élaborées que j'avais mises au point. Et du coup, j'expose une œuvre immersive qui s'appelle Média Zéro, qui au 3e étage du Centre Georges Pompidou. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait Picasso, Dali, Yann. Donc, ça c'était un coup de ouf total. Mais je me rendais pas vraiment compte, en plus ça me paraissait normal à l'époque, mais bon, c'était pas si normal que ça. Et de là, je me suis retrouvé engagé, et je dirais l'autre date importante, je me suis retrouvé à développer, à créer. Très très vite, j'ai bossé pour les chaînes de télévision aussi et pour la communication d'entreprise, mais ça j'en parle jamais ou rarement parce que là aussi j'ai eu une stratégie de hacker, c'est-à-dire moi mon but c'était de faire de la création artistique, sauf que ça coûtait extrêmement cher de faire de la création avec ces outils-là, et donc je finançais mes créations soit en hackant les studios pour lesquels je bossais, quand les studios de la télévision, j'avais hacké une boîte de prod qui bossait pour M6 et je bossais la nuit, je faisais en pirate des films de création et d'art. Et puis autrement, je finançais parce qu'en tant que réalisateur, j'étais relativement bien payé. Je finançais toute ma création artistique par mes activités commerciales à côté. Et de là, j'ai eu une période dépressive après la première guerre du Golfe où j'ai commencé à traiter en art vidéo, c'est-à-dire que j'exposais un peu partout dans le monde, sauf que j'ai commencé à explorer l'univers fétiche BDSM dans mes images, dans mes créations, en plus du cyberpunk. Et là, les festivals ont commencé à refuser mes œuvres. Les musées aussi, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le milieu des arts plastiques est extrêmement pudibond, puritain. Et je me suis retrouvé dans une petite traversée du désert avec en plus des difficultés économiques liées à la première guerre du Golfe, avec une grosse dépression qui a commencé à se pointer. Et j'ai été sauvé par un truc de ouf total. C'est l'Internet. C'est-à-dire 96, l'Internet devient grand public. Il est pur, et même si j'avais eu vaguement accès via les Arts Déco longtemps avant à ses débuts, là il devient grand public. Et là je découvre mon public, je commence à créer mon premier site web et je me retrouve connecté sur le réseau de la matrice, sur le réseau international dans le cyberespace. Et je sors totalement de ce trou noir dans lequel j'étais tombé, puisque je ne pouvais plus exposer nulle part à cause de mes images trop cyberpunk fétiches. Et là, j'ai un public, mais un public en plus qui n'est pas limité à la France, un public essentiellement anglo-saxon, je dirais même mondial d'ailleurs, puisque très vite mon site va être interdit en Chine et dans les pays, dans les pays du Moyen-Orient, à cause du type d'image que je faisais. Et ça, c'est l'autre moment important, donc c'est l'Internet, l'empowerment, ce qu'on appelle maintenant l'empowerment créatif, c'est-à-dire que je vais m'emparer de ces outils-là pour développer des stratégies de création immersive. Et je dirais que maintenant, la grande révolution que je vis en ce moment, c'est la 3D temps réel,
nous vivons en ce moment. Une chance inouïe d'être toujours vivant à notre époque, d'avoir passé le millénaire, et de connaître donc ce moment de transition incroyable que nous vivons en ce moment avec l'accélération de l'histoire et cette espèce de nouvelle renaissance qui est en train de se produire, puissance 10 000, et où on est en train de partir explorer le cyberespace. Voilà les grandes dates. Moi, j'étais un peu long. Non, c'est passionnant. Non, ouais. Alors, du coup, donc, Yan Min, tu es un artiste chercheur, nonote, cyberpunk, écrivain, queer, réalisateur VR et AR, donc réalité virtuelle et réalité augmentée, explorateur cyberspatial. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages et fiction en vidéo et en images de synthèse, donc pour les émissions de télévision que tu évoquais tout à l'heure. Des sites web, tu en parlais aussi, donc des sites web interactifs en 3D, et donc depuis 2003 ou 2004, si je ne m'abuse, tu as construit un musée transmédia, le No Museum, accessible donc à partir du cyberespace et notamment à travers la Second Life. De quoi s'agit-il? Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un petit peu cet univers que tu as créé? Alors, le No Museum, effectivement, tu as raison, dans sa version immersive 3D temps réel, c'est 2003. C'est quand j'ai hacké un jeu qui s'appelle Unreal Tournament. Et alors, déjà, il y a le concept de mot, si tu veux, qui est en amont, qui est une sorte d'illumination que j'ai en lisant Théâtre de Chardin. Non pas pour des raisons d'ailleurs religieuses, parce que Théâtre de Chardin est emblématique d'un renouveau du christianisme, mais je suis athée. Je suis athée, je suis pas. Donc du coup, je vais pas jusqu'aux extrapolations de Théâtre de Chardin, mais Théâtre de Chardin a une intuition absolument fabuleuse dans le phénomène humain, ce qu'il appelle la noogénèse et la noosphère. Et à partir de là, c'est aussi issu de grandes discussions qu'on avait sur les forums, sur les newsgroups de science-fiction, sur Phras, où on échangeait énormément, et il y avait une prof de philo d'ailleurs qui nous faisait de l'initiation à la philosophie, qui faisait aussi de l'empowerment créatif de Nantes, Nathalie Labrousse. Et il y avait énormément de débats très enrichissants à travers le réseau, à travers des gens que je n'ai toujours pas rencontrés. D'ailleurs, il y en a une grande partie que j'ai rencontrés, mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés des avatars. Et dans ces échanges-là, dans ces brainstorming, je me suis intéressé à Théâtre de Chardin et au concept de noosphère. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, nous sommes inspirants de Théâtre de Chardin, plutôt de Théâtre de Chardin que Vernadsky, puisqu'on le concept de noosphère aussi émerge avec un géologue soviétique, mais c'est celui de Théâtre de Chardin qui me plaît parce que en fait, il fait une inversion de pensée. Il fait une inversion de pensée absolument géniale, qui va d'ailleurs être reprise paradoxalement par un militant anticréationniste athée radical qui est Richard Dawkins beaucoup plus tard avec sa notion de même. Mais la noosphère, en gros, pour aller vite, l'idée, c'est que l'humanité s'entoure d'informations, à peu près longtemps avant le néolithique, c'est-à-dire à environ moins 35 000 ans, moins 40 000 ans, on voit apparaître une sphère informationnelle autour des humains dont on a la trace à travers les peintures rupestres. L'humain s'entoure d'images, s'entoure d'informations, certainement d'informations aussi musicales, sonores, etc., mais qui ont disparu, ou qui se sont perpétuées à travers les âges. Et la chose qui se passe, c'est que donc Théâtre de Chardin appelle ce moment-là la noogénèse. No étant un préfixe hérité de l'Antiquité grecque et qui fait référence à Éthique et Nicomaque. Et donc le no, c'est la spiritualité, c'est l'esprit, la spiritualité, et moi je l'étends au cyberespace, c'est-à-dire à l'information. L'espace informationnel, c'est-à-dire la part rationnelle. Chez Théâtre de Chardin, c'est surtout une part mystique, mais c'est pas... Alors je continue. Donc, Théâtre de Chardin, il y a la noogénèse, ce moment où l'humanité s'entoure d'informations, et puis l'humanité se connecte, les tribus se connectent entre elles, et à ce moment-là, la noogénèse se transforme en noosphère. Il y a une sphère
une sphère du nouveau qui grandit, une sphère de la spiritualité qui grandit avec l'humanité et qui devient de plus en plus gigantesque. Et donc, l'inversion de pensée que fait Teilhard de Chardin, que je trouve absolument géniale et que la plupart des artistes vont comprendre, c'est que ce n'est pas nous qui générons la noosphère, cette sphère de l'information, c'est la noosphère qui nous génère nous. Voilà, c'est ça le jeu d'inversion que va faire d'ailleurs Richard Dawkins avec les mêmes. Hein, mêmes étant vus comme des entités vivantes, des entités informationnelles vivantes. Et pour Teilhard de Chardin, la noosphère, cet espace informationnel qui contient à la fois le cyberespace rationnel, je dirais, par exemple les échanges que nous avons là actuellement appartiennent au cyberespace, hein, ils sont mesurables, on peut les enregistrer, et puis la part métaphysique, mystique, mystérieuse, non mesurable, étrange de la spiritualité. Et cet ensemble-là, en fait, et c'est ça qui est jubilatoire, c'est cette inversion de pensée où on l'imagine comme une sorte d'entité vivante. Je dirais que ça, c'est le deuxième étage de la fusée que lance Teilhard de Chardin et auquel j'adhère à fond parce que quand tu as une carrière d'artiste, et beaucoup d'artistes, et on va le retrouver d'ailleurs dans énormément de témoignages, chez Stanislavski dans le métier d'acteur, Terry Gilliam dans un interview que j'avais fait de lui, parle de lui comme d'une antenne qui capte les choses. Jodorowsky, lui, parle de la voix humide, de l'alchimie et de la voix sèche, la voix humide étant des énergies qui passent à travers nous, énergies mystérieuses. Et en fait, la plupart des artistes qui ont une pratique, hein, qui ont une praxis, qui travaillent, connaissent ce moment incroyable où tout d'un coup, on sent que quelque chose passe à travers nous. On est en connexion avec quelque chose de mystérieux, de quelque chose de nature informationnelle qui s'empare de nous, et on est dans une sorte d'état d'inspiration, mais d'inspiration puissance 10 000, d'extase, et on en redemande en permanence, ça n'arrive que de façon exceptionnelle dans notre vie, et donc c'est à ce moment-là que du coup ce concept de noosphère a pris corps dans mon esprit, bien que je reste extrêmement rationnel, hein, je répète, je suis pas du tout mystique, bien que sensible à la métaphysique. Et donc j'ai pensé à ce moment-là que les artistes, finalement, nous ne sommes plus que des artistes, nous sommes des noonautes. Nous sommes des explorateurs du noos, c'est-à-dire des explorateurs de cet espace informationnel à la fois rationnel et métaphysique. Et les artistes, les chercheurs, les scientifiques, les écrivains, nous immergeons, nous explorons cet espace informationnel. Et par exemple, Second Life, dans lequel nous sommes, est une métaphore. Il y a des allers-retours que nous faisons en permanence avec cet espace informationnel. Et ainsi, tu vois, le monde dans lequel nous sommes, ce cyberespace dans lequel nous évoluons, est un reflet, en miroir, pour moi, de la noosphère. Et à partir de là, en 2003, je découvre qu'un jeu vidéo qui s'appelle Unreal Tournament, on peut, il fournit avec, un peu caché dans les arborescences, un éditeur de jeu qui s'appelle Unreal Head. On va dire que c'est à peu près l'équivalent de Second Life, mais en version shoot 'em up et pas en MMORPG. Et je m'en empare pour fabriquer mon propre univers virtuel immersif à partir de mes images et de mes créations. Et je vais commencer à m'en servir à la fois comme œuvre d'art numérique personnelle, mais aussi comme outil pédagogique. Hein. Je vais donner mes premières conférences dans les festivals d'art vidéo et les festivals de science-fiction. En particulier, le premier niveau que j'avais fait, c'était une analyse des métaphores sexuelles cachées dans les œuvres cinématographiques du cinéma de Ridley Scott, de Kubrick et de tous les autres. Voilà. Et donc ça a été la première création que j'ai faite. Et quelques années plus tard, donc le Noé Museum, je le développe, il fonctionne plutôt bien. Et en plus, on peut se balader en réseau à l'intérieur. Et apparaît Second Life. On m'initie à Second Life. Et c'était amusant, d'ailleurs assez tardivement, hein, puisque Second Life date de 2003, et c'est en 2007 qu'une amie qui est une grande voyageuse, hein, un jour me dit, mais qui bosse dans le monde du jeu vidéo, Karen Guillorel, me dit, mais il faut absolument que tu essayes Second Life. Et elle me branche, et je me branche sur Second Life avec mon ordinateur, et je m'énerve. D'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, c'est que la première réaction que je vais avoir est une réaction de rejet. C'est-à-dire, j'arrive dedans et d'abord ça lag, les personnages sont moches, et puis on me demande des sous partout, il faut payer partout, et du coup, j'ai une réaction épidermique hein, où je lui dis, mais c'est quoi ce truc, c'est nul. Et je l'engueule même, réaction très macho, hein, très, très conne, j'engueule de m'avoir embarqué dans un truc aussi nul. Et c'est une autre amie qui, le lendemain, je lui raconte une anecdote au téléphone, et une autre amie
plasticienne, qui me dit « Mais est-ce que tu as vu les donjons sadomaso dans Second Life ?» Alors là, ça fait tilt dans ma tête, parce que là, pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une erreur là aussi, hein, c'est une évidence, mais j'arrive pas à concevoir le fétichisme, le BDSM déconnecté du corps, c'est-à-dire à travers des avatars simplistes. Je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et elle me dit, mais attends, je vais te montrer, je vais te faire visiter. Et là, rien que cette remarque, je vais te faire visiter, et c'est un truc de ouf, parce que ça fait bip dans ma tête. Et alors, je me connecte, et elle me fait visiter. C'est là que je découvre que dans Second Life, il y a une part cachée. Une part cachée, c'est-à-dire c'est les fameux skybox à plus de 1000 mètres d'altitude, là où Inubi ne pouvait pas accéder à l'époque. Et en fait, une très très grande majorité d'utilisateurs de Second Life à l'époque, on dit 50%, parce qu'en fait, on ne sait pas la quantité en réalité, mais pratiquaient du cybersexe dématérialisé dans des lieux cachés en haute altitude. Et à ce moment-là, je découvre un truc étrange, un phénomène très 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 étrange, c'est qu'effectivement ça marche. C'est-à-dire que les avatars génèrent dans notre cerveau une implication mystérieuse auquel on ne s'attend pas et sont d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, hein, ce qu'on dit tous un peu par Ahmed, Ça n'a pas tellement changé depuis 2007 d'ailleurs, et on est tous arrivés en 2007 finalement. bah c'est ça. Je pense que le grand moment, le grand extase dans Second Life, c'est cette période-là où vraiment on est précurseur, parce que mine de rien, quand tu vois comme ça a un peu stagné toutes ces années-là, on a pu expérimenter le futur très tôt. On a pu expérimenter un outil d'une puissance phénoménale qui nous a mis en relation, et où nous avons pu développer, explorer d'ailleurs tout un champ cognitif à venir, qui sont les relations sociales dématérialisées, mais pas aussi primaires que Skype ou Facebook, hein, à travers des représentations de ce que j'appelle moi les talking heads, hein, c'est-à-dire que juste un haut du corps qui parle, mais à travers ces avatars qui impliquent le subconscient de façon à 300% dans la relation dématérialisée. Et à partir de là, alors là, c'est là que je plonge, c'est-à-dire, alors je crée mon muséum dans Second Life, mais je m'immerge à 200% jusqu'à atteindre des expériences de conscience modifiées assez exceptionnelles, à tel point que mon entourage s'inquiète, hein, c'est-à-dire qu'il se demande si je ne suis pas en train de devenir grave accro, addict aux jeux vidéo. Et de là, ça c'est la deuxième étape du muséum. Le problème, c'est que pour utiliser Second Life dans les universités, les facs, parce que là je commence à faire pas mal de conférences et à donner des cours à travers mon univers, à travers mon muséum, un peu partout. Or, Second Life est dépendant du réseau. Et le problème, c'est que toutes les institutions en France ont encore 30 ans de retard sur le monde, et il y a des firewalls partout qui empêchent très précisément Second Life de pouvoir être connecté depuis les amphithéâtres ou depuis les salles de conférence. Mais ils n'en veulent pas. Hein? Oui, ils n'en veulent pas, quoi, dans les universités. Ceux qui s'occupent de la sécurité informatique refusent ces connexions-là spécifiquement. Donc, on tourne en rond, c'est un problème qui tourne en rond. Tout à fait, tout à fait. Alors, de toute façon, le problème, c'est que c'est très laborieux, parce que, évidemment, en insistant, en y prenant 3 jours avant, j'arrivais à faire venir un ingénieur réseau qui venait ouvrir les différents ports nécessaires pour que son live soit connecté, mais c'était trop laborieux et puis trop risqué. C'est-à-dire que il fallait que ça marche simplement au moment du cours, et j'ai jamais réussi à faire en sorte que cette procédure soit fluide dans les cadres scolaires en particulier. Donc du coup, Unity est apparu, le logiciel Unity, et à ce moment-là, j'ai créé aussi une version. Donc, le mot muséum est hypermédia, c'est-à-dire qu'il y a une version encore d'ailleurs qui tourne sur Unreal Tournament. Il y a une version Second Life qui est une petite version Second Life, et puis maintenant la version principale est sur Unity, parce que Unity, alors c'est l'équivalent d'un FPS, hein, évidemment. Je perds la relation aux avatars et l'opération, mais ça va revenir à travers actuellement avec des choses comme VRChat, et puis Unity peut commencer à faire du multiplayer de façon pas trop laborieuse. Donc je vais ramener les avatars dans Unity, et surtout pouvoir avoir des stand-alone qui ne m'oblige pas à dépendre des ingénieurs réseau des universités ou des facs ou des prestataires de services. Alors là, c'est encore pire, parce que quand il y avait un ingénieur
au sein même de l'université, on pouvait au moins négocier, mais alors maintenant, comme ils sous-traitent tout à des prestataires, c'est jamais possible de les avoir, quoi. C'est devenu infernal. Et donc, du coup, voilà, la dernière version, pour te répondre, excuse-moi d'être toujours un peu long, hein, je suis hyper bavard. La dernière version, donc, est sur Unity. D'accord. En tout cas, elles sont passionnantes tes conférences. D'ailleurs, ça vaut le coup de le signaler parce qu'elles sont vraiment très intéressantes et ça rend justement le modèle classique. Et puis maintenant, il y a la version Là, principale. on se balade tout d'un coup dans un univers 3D et vraiment ça le fait. D'ailleurs, tu as une partie donc, du muséum qui est sur Second Life quand même ou tout est sur Unity? Alors non, ça a été, c'est une accumulation, c'est-à-dire, je dirais, j'aurais tendance à dire que je suis parti de la 3D tout court. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la 3D relativement tôt, hein, dans les années 80-90, sur Macintosh essentiellement, parce que c'était à l'époque plus pratique pour moi. Et parce que Mac, au début de Mac, il n'y a pas besoin de coder, il n'y a pas besoin de savoir coder. Moi, je sais à peine coder, donc c'était les interfaces graphiques. Et puis, j'ai commencé à faire pas mal de petits films pour la communication d'entreprise ou pour la télévision avec de l'image de synthèse. Et lorsque Unreal est apparu, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'image de synthèse, c'est vivante. Et ce qui est très intéressant, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres outils artistiques, quand tu crées un objet en 3D, cet objet a une vie propre. C'est-à-dire, si tu ne le perds pas, si tu ne perds pas les fichiers, il va continuer d'évoluer, dans le sens que la technologie évoluant et se sophistiquant, il va s'enrichir naturellement par la qualité des rendus, déjà, qu'on peut faire à partir du même objet. Et donc, j'avais déjà une bibliothèque d'objets que j'ai réexploitée dans Unreal Tournament. Pour la version du nouveau muséum d'Unreal Tournament, j'ai bien évidemment créé de nouveaux objets, de nouveaux décors, en veillant toujours à la fois les backuper et à les exporter dans des standards, des formats qui permettent de les récupérer dans d'autres logiciels. Ça, c'est une question c'est toujours le problème de l'artiste. C'est-à-dire que les œuvres ont toujours tendance à s'autodétruire. Et il y a une espèce de tropisme. Je dirais que c'est la nécrotropie du vivant qui a tendance à faire en sorte que les œuvres d'art n'aient pas de pérennité. Elles ont une espèce de tropisme à s'autodétruire ou à disparaître. Et donc, il faut dépenser pas mal d'énergie, ce que j'ai fait, à donner une pérennité aux objets 3D. Et en fait, après avoir fait tout ce travail-là, en fait, j'avais des archives, en fait, une énorme bibliothèque d'objets 3D, et je les ai retransposés dans Second Life. Je les ai récupérés quand on a pu mettre des mèches dans Second Life. J'ai commencé à les importer dans Second Life. Et puis ensuite, de Second Life, pareil, tout ça, c'est devenu... Je passe mon temps, en fait, à piocher dans mon immense bibliothèque d'objets 3D que j'ai créé moi-même ou que j'ai éventuellement acheté sur Internet pour construire les décors, tu vois. Donc, je dirais que Second Life, c'est un outil parmi toute la palette de tous les outils que j'utilise. C'était assez agréable, d'ailleurs, pour l'interview, je suis revenu parce que il faut savoir, en fait, ça coûte quand même assez cher Second Life. Alors après, je suis passé sur les OpenSim, hein, on a pas mal créé avec la FrancoGrid, et on a créé un nouveau muséum gigantesque dans la FrancoGrid, avec Cherry Manga, entre autres, et plusieurs autres créateurs des mondes persistants. Et puis, j'avais une sim entière sur Second Life. J'avais créé ce que j'appelais le mot donjon. C'était une sim gigantesque, hein, que je payais, qui me coûtait pas loin de 250 à 300 euros par mois, mais je pouvais le faire parce qu'à l'époque, je gagnais bien ma vie en tant que réalisateur. Et en fait, la première chose qui m'avait fait flasher dans Second Life, c'était l'incroyable profusion d'objets à vocation sexuelle, BDSM, hein, sadique, etc. Et du coup, je m'étais dit, je vais faire un musée. La première chose que j'ai faite, je vais faire un musée de ces objets parce qu'ils sont d'une créativité incroyable. Et ce que j'avais pas vraiment compris au début, parce que je maîtrisais pas tout dans la logique de Second Life, du coup, comme j'avais les moyens, j'avais fait un musée qui avait la taille d'une sim complète, hein, qui était totalement mégalo. C'est que les utilisateurs de Second Life, en fait, cherchent des espaces
où où on peut avoir accès à ces dispositifs-là. Et du coup, très très vite, le nouveau donjon a été extrêmement fréquenté parce qu'il y avait, il faut imaginer quoi, un donjon de la taille d'une cimentière. Il y avait de quoi jouer, quoi. J'avais créé Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous montrer? Est-ce que tu veux qu'on aille se promener à force de parler de Second Life, est-ce que tu veux nous montrer des choses, qu'on aille se dégourdir les jambes? Sur ce qui reste, justement, ce que je voulais dire, c'est que après, quand j'ai approché les 54 ans, 55 ans, je me suis retrouvé, ça je l'avais pas prévu, dans la situation de la majorité des gens en France qui atteignent cet âge-là, c'est que j'ai plus de boulot. Donc, mes amis producteurs ont pris leur retraite et les jeunes producteurs n'engagent pas des réalisateurs de plus vieux qu'eux pour des raisons globalement de pouvoir. Et du coup, je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Je n'ai compris on va dire, je n'ai compris notre précarité sociale, notre fragilité sociale qu'à ce moment-là. J'en avais absolument pas conscience avant. Et du coup, je pouvais plus financer ma sim sur Second Life. Et je l'ai fermé, quoi. J'ai le donjon, mais j'ai quand même conservé un tout petit morceau, une toute petite sim sur Mainland, quelque part à côté d'Aogashima. C'est juste à côté d'Aogashima. J'avais repéré Aogashima, la première sim que j'avais créée, qu'on avait créée d'ailleurs avec plein de potes à l'époque. C'était à Aogashima. J'avais exploré pas mal Second Life. Et puis j'ai eu un coup de cœur. C'est en me baladant dans Second Life, je suis survolé la région de Aogashima. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Il y avait une cohérence graphique de tout ça. Et petit à petit, j'ai grignoté. Et la première sim du nouveau donjon, c'était Aogashima. Et en fait, j'ai pas eu tort. Parce qu'il se trouve, en fait, c'était une des premières sims où les créateurs de Second Life avaient acheté des terrains à Aogashima. Et donc, mes voisins étaient des pionniers de Second Life. Et il se passait des choses assez mystérieuses en altitude dans cette région-là. Enfin bon, je raconterai ça plus tard, mais j'en garde des très très bons souvenirs de cette période où le donjon survolait Aogashima. Alors oui, on va y aller. Alors là, j'ai racheté un tout petit 512 square meter, non 1024 square meter côté d'Aogashima, parce que là où était le donjon avant, il n'y a plus c'était plus disponible, donc je me suis mis juste à côté, et puis on peut se téléporter. Ouais, super, on te suit. Alors, voilà, il faut que je fasse monde, et me téléporter à la maison. Alors, c'est où déjà? C'est ça qui est embêtant, c'est que les menus changent avec le temps, et je ne retrouve plus. Ah voilà, me téléporter chez moi. Allez hop, c'est parti. Qui ont l'habitude de s'immerger dans ce monde-là. Et en plus, Rézé, c'est un monde transversal, il n'est pas propre à Second Life, quoi. Il appartient au domaine du cyberespace. Et bien vous voilà, donc bienvenue dans ce qui reste de ma gigantesque sim, donc c'est juste 1024 square meters qui flotte en altitude, au-dessus alors j'ai rien mis en dessous, il doit être à 1000 mètres d'altitude, et c'est un bateau violon, donc ça correspond à une image, pareil, ça fait partie de mon univers, et donc le bateau violon flotte dans le ciel, et c'est une vieille installation, c'est-à-dire qu'en fait au départ, tu vois, c'est la reconstitution d'un Second Life, parce que j'ai des versions en immersif et 3D, mais c'est la reconstitution d'un Second Life du tableau des Minimes de Velázquez. Ouais, d'accord. Un des premiers tableaux dont nous sommes les héros. C'est pour ça que je l'ai reconstitué là, puisque Velázquez, avec le jeu de miroir au fond de la pièce, fait un jeu de mise en abîme. Et en fait, nous sommes chaque fois qu'on se tient devant ce tableau en réel, nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne.
Et en fait, donc, ce tableau me permettait, dans ma cime du nom donjon, d'expliquer, justement, c'était un jeu pédagogique, d'expliquer le principe de fonctionnement du tableau. Et ce qui est génial, donc, avec Second Life, c'est qu'on peut rentrer dans le tableau et se balader dans la cour du roi d'Espagne, dans la famille du roi d'Espagne à l'époque de Velázquez. Alors, je ne vais pas vous faire l'analyse du tableau, parce qu'il y en aurait pour un petit moment, mais c'est un des sujets que j'explique assez souvent. Enfin, que c'est un des tableaux, un des dioramas du Neue Museum qui traite donc de l'histoire de la cyberculture, puisque ce tableau est emblématique de la cyberculture. Et là, tu vois, juste sur le côté, tu vois les époux Arnolfini, Oui. qui sont le tableau dont Velázquez s'est inspiré. C'est le premier tableau de Van Eyck qui joue avec un miroir aussi, avec un jeu de mise en abîme dans un miroir. Et alors donc là, juste à côté, j'ai mis il y a mes bibliothèques. Donc déjà, quand tu cliques sur les bibliothèques, alors peut-être que là, j'ai peut-être désactivé en les bricolant, mais il y a mon bouquin, par exemple, si tu cliques dessus, tu peux récupérer des œuvres. On éditait pas mal de livres, j'éditais pas mal de livres dans Second Life, c'est-à-dire des livres sur lesquels on peut cliquer, il y en a plein par terre, là, sur le plancher. Qui sont des recueils d'images, des recueils d'illustrations, et donc si tu cliques dessus, ils peuvent s'ouvrir, et moi je les vendais pas en fait, je les donnais à tous les visiteurs, c'était mes recueils de dessins, dont certains sont mes recueils de dessins érotiques, qui n'existent d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, qui n'existent que dans Second Life. Et mon roman aussi, on peut lire mon roman dans Second Life, il est complet à l'intérieur de Second Life. Et donc là, je me suis fait une petite galerie de mes avatars, tu vois. Là, il y a mes avatars sur la droite, il y a mes avatars perso, c'est-à-dire mes avatars biologiques, les différents Yanmin. Là, je suis dans les bras de mon père, par exemple. Et puis, ça, c'est une des rares images que j'ai je dois avoir 22 ans, 21 ans, où je fais du BDSM avec une amie. Belge, et puis tu as justement, c'est ça que je voulais raconter, voilà, les photos derrière, c'est moi à cette époque-là. Alors c'est rigolo parce que plus je vieillis, plus mes traits asiatiques disparaissent et plus j'ai un look de marin breton, donc j'ai déjà plusieurs avatars biologiques. Et là tu vois sur la gauche, j'ai récupéré en bas, c'est l'Average Human. C'est quelqu'un qui a mixé l'ensemble des visages de l'humanité, enfin un certain nombre, pour obtenir quel serait le visage moyen de l'humanité. Donc à gauche, tu as la femme, à droite, tu as l'homme, et c'est forcément un visage asiatique, puisqu'il y a plus d'asiatiques sur Terre que des autres types. Et alors, moi je me suis dit, mais que donne, alors ça c'est un élément important dans Second Life, c'est la flexibilité du corps virtuel. C'est-à-dire on peut changer très facilement de corps, devenir un dragon, un monstre, un démon, ou une femme, c'est-à-dire notre alter ego, notre anima. Et c'est ce que font énormément de gens dans Second Life. Une des premières choses que font la plupart des utilisateurs, c'est d'explorer leur alter ego féminin ou masculin, leur anima ou leur animus. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que donne l'androgyne? C'est-à-dire, si je mélange, ce que n'avait pas fait l'auteur, si je mélange le visage féminin avec le visage masculin, quel type de visage est-ce que j'obtiens? Et là, j'obtiens un visage, là, qui est au centre. Je me dis, mais je connais ce visage. Quand je le regarde, au moment où je le vois, je me dis, mais je connais ce visage. Et là, je me dis, ben oui, c'est moi. Et là, tu vois, la photo au-dessus, c'est moi à 21 ans, 22 ans. Et donc, j'avais le visage moyen de l'humanité à l'époque. Ce qui m'a pas mal facilité la vie, en fait, on va dire, puisque j'ai vécu une vie assez épanouie jusqu'à toujours maintenant. D'ailleurs, je vis toujours une vie épanouie et merveilleuse. Et donc, quand Second Life est apparu, c'était l'émergence. Second Life a fait partie. Alors, c'est un truc génial, un truc absolument extraordinaire dans Second Life. C'est qu'est-ce que c'est Second Life? C'est-à-dire que quand tu réfléchis à ce que c'est, alors il y a eu des précurseurs, évidemment en France, il y a eu le Deuxième Monde de Philippe Ulrich, qui était une merveille, mais qui est arrivé un peu trop tôt. Donc quand Second Life est apparu, il faut penser que Second Life est à San Francisco, pas rien, et il fait partie de toutes ces boîtes qui ont émergé au moment de la Silicon Valley. Et en particulier, il a été créé par un allumé total, qui est Philippe Rosdell, qui, du bout des lèvres, il le dit, qui s'est aussi un petit peu inspiré
du roman de, comment il s'appelle, du samouraï virtuel, Snow Crash, de Louis Stephenson. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a eu une énorme révolution culturelle que j'ai connue, moi, dans mon enfance, indirectement, parce que mes parents étaient quand même ultra branchés pour l'époque. Ils étaient très très en avance sur énormément de choses. Et en fait, moi j'étais, tu vois sur la photo là de moi, j'étais plutôt hippie baba cool. Mon frangin lui était punk, plus jeune que moi, était punk, mais moi j'étais hippie baba cool. Mais c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'en fait j'étais déjà immergé grâce aux relations de mes parents, qui étaient dont par exemple il y avait Gérard Verhulst, qui était le premier mec à écrire un bouquin sur les robots, sur les intelligences artificielles, un Français qui a connu Buckminster Fuller, qui était aussi un hippie scientifique qui était sur la côte ouest à l'époque. Et en fait, il y a eu une période, il faut penser que les États-Unis ont subi une énorme révolution qu'ils ont matée radicalement. Mais ils ont eu très très chaud. C'est-à-dire c'est l'époque de la guerre du Vietnam, mais c'est aussi l'époque des revendications identitaires des Noirs américains avec les Black Panthers, des Amérindiens, des natifs américains qui créent l'AIM, qui aussi revendiquent leur identité. Et on a les mouvements féministes, les hippies, et tout ça. Le transhumanisme qui émerge aussi un peu plus tard, et la French Theory, ce qu'on appelle maintenant la French Theory, c'est-à-dire que c'est la déconstruction, Foucault, Deleuze, Simone de Beauvoir, etc. Et les États-Unis ont une révolution culturelle radicale où l'élément commun à tous ces mouvements-là, c'est une revendication du corps. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, mon corps m'appartient, et j'en fais ce que je veux, et ce ne seront ni les États, ni les religions qui nous diront ce que je peux et je dois en faire, ni les coutumes. Et cette révolution s'est répandue un peu partout, et on voit émerger Second Life. Or, ce qui est très intéressant quand Second Life émerge, et qui a, je pense, par déduction, a forcément été un combat de Philippe Rosdell, c'est que la sexualité est autorisée. C'est le seul MMORPG au monde où la sexualité est non seulement tolérée, mais relativement promue. Et ça, c'est un vrai combat. Alors évidemment, on a quelques open sim où il y a de la sexualité, mais elles sont totalement anecdotiques par rapport à l'ampleur de la sexualité sur Second Life, avec toute l'histoire. Il y aurait une histoire à faire de Second Life, en particulier lorsqu'ils ont créé Zindra, qui a été un vrai traumatisme pour énormément d'utilisateurs. Enfin ça, je fais une aparté. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on a Second Life et l'émergence, sous une forme métaphorique, de cette revendication de la flexibilité du corps, qu'on va voir apparaître dans le monde réel à travers le mouvement LGBTQI+, à travers les mouvements queer, à travers les gender studies, et on a un espace d'avatar où nous pouvons changer comme on veut de corps, et surtout, nous pouvons avoir des sociabilités dématérialisées fortes. C'est-à-dire, c'est ça le truc inouï, extraordinaire, c'est que on va avoir des relations entre humains via le réseau, à travers ces avatars, et on va amplifier. Donc, Second Life, c'est une sorte d'amplificateur, tu vois, existentiel, émotionnel, sensuel. Et le mystère, c'est que ça marche. C'est-à-dire que vous l'apprendre à vous. Bah oui, ça marche. Oui. C'est vrai que c'est pas sur Sansar qu'on pourra faire ça. Il n'y a que sur SL. Voilà. Et alors, Zuckerberg est en train de vouloir faire pareil avec Horizon, sauf qu'il a tellement peur de la sexualité, Zuki. Alors Zuki, moi, je l'interprète comme ça, c'est la seconde génération des hippies techno qu'ont fait la Silicon Valley. C'est-à-dire la première génération, c'était des libertaires bien allumés, graves. Et la seconde génération, je pense qu'ils étaient traumatisés par leurs parents. Ils sont plus sages. C'est no sexe. Et alors donc du coup, le projet Horizon Zuckerberg, je sais pas si tu as vu, mais il a viré tous les bas du corps. Comme ça, t'es sûr. La question se pose plus là. Voilà, les utilisateurs, on est sûr, ils vont pas faire de sexe parce que tu dématérialises la question complètement. Voilà, c'est ça. Tu vois, bon, on va s'efforcer de le détourner évidemment, mais un peu plus laborieux que dans Second Life. Alors tu as fait allusion à ton roman que je vois là, je suis devant. Oui. Donc Thanatos les Récifs, je l'ai lu, c'est un roman palpitant, tu le publies en 1997. Et pour faire court, ça relate l'histoire d'Odile, une jeune réalisatrice aux prises avec une organisation criminelle, Thanatos. Alors,
Ma question, c'est comment est né ce récit? Alors, je crois qu'à la base, ça devait être un jeu vidéo. Et puis, ça fait aussi référence à l'univers des rochers volants duquel tu as parlé au tout début de notre entretien. Mais du coup, ce que je me demande, c'est de quelle façon tu inscris ce roman dans ton œuvre globale et puis quelle est sa genèse? Alors, c'est pas. Alors, le jeu vidéo est une émanation de. Je t'ai dit au tout début de l'interview, en fait, que j'ai eu une vision, mais en fait, j'étais immergé dans des visions. C'est-à-dire, j'ai passé mon enfance à voyager entre à la fois le réel, en fait, qui m'emmerdait un peu. Au bout d'un moment, je m'emmerdais un peu dans le réel, et les mondes imaginaires. Et donc là, la première communauté que je rencontre, nous, les nouvelles générations, ils ont les jeux vidéo, ils ont le réseau, etc., pour se faire leurs rencontres. Mais moi, j'avais pas ça à l'époque, et moi, ça sera la science-fiction. Je vais très très vite, très tôt, mais je lisais quand j'avais 12 ans, je crois que je devais lire 3 livres de science-fiction par semaine, hein, et je vais donc m'immerger dans cet espace complexe et l'univers de la science-fiction, et ça va m'inspirer, ça va me générer des images, des visions. Et j'ai un truc bizarre, en fait, j'ai un truc très bizarre. Je croyais que tout le monde faisait ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi, enfin, il n'y a pas que moi, donc j'exagère, mais qu'on est très peu nombreux à avoir cette synesthésie très particulière. C'est-à-dire que lorsque j'entends de la musique, lorsque j'écoute de la musique, j'ai des visions, je vois des scènes, comme des scènes de films. Avec des acteurs, des actions, tu vois, et c'est vraiment immersif et avec une narration. Et en fait, nous ne sommes pas très nombreux à avoir cette capacité-là, à scénariser en fait nos écoutes musicales. Et donc, très jeune, comme je te disais, j'ai fabriqué, je me suis fabriqué mes outils immersifs. Donc, je m'étais fabriqué ce premier nooscaphe, ce que j'appelle des nooscaphes, des vaisseaux à explorer la noosphère, avec du matériel sonore. Mais ensuite, j'ai peint, j'ai dessiné, c'est-à-dire les outils graphiques sont des outils qui te permettent de formaliser, de construire tes univers virtuels. D'ailleurs, j'avais posé la question à Manchou, Philippe Manchou, qui est un des grands illustrateurs français de la science-fiction, et il me l'avait dit dans un interview que j'avais fait de lui dans les années 80, il m'avait bien confirmé qu'il voyageait quand il peignait. C'est-à-dire quand tu peins, quand tu dessines, en fait, ton cerveau tourne très très vite. Et tu voyages dans les univers que tu es en train de créer. C'est très intéressant ce phénomène-là, et d'ailleurs un de mes rêves, ça sera par exemple avec le système Neuralink comment il s'appelle, qui est en train de mettre au point Elon Musk, c'est de mesurer l'activité cérébrale d'un cours de croquis, par exemple. Je suis sûr que les dessinateurs rentrent dans un état de conscience modifié très particulier. Et donc, j'ai toujours eu ces univers, j'ai toujours été habité par des univers, et il y en a un qui s'est petit à petit construit, formalisé, qui s'est imposé à moi, qui est l'univers des récifs. C'est un univers de rochers qui dérivent dans les airs. Là-dessus, je l'ai dessiné, peint, etc. Je croyais que jamais je serais écrivain à cause d'une connerie, c'est-à-dire que comme je suis nul en orthographe, j'étais nul en orthographe, évidemment j'étais habité par cette espèce de mème à la con qu'on te répète, si tu es nul en orthographe, tu ne seras jamais écrivain. En fait, c'est complètement faux. Heureusement, j'ai rencontré un directeur de collection, Raymond Audemars, qui sait lire, qui peut lire un texte, un manuscrit, un tapuscrit, en faisant abstraction des fautes d'orthographe. En fait, c'est pas. Il m'avait dit, d'ailleurs, il m'a dit, effectivement, tu fais des fautes d'orthographe, mais ton style est excellent. Et c'est le style qui compte. Après, il dit, on paye des gens pour rectifier toutes les erreurs de grammaire et d'orthographe. Et donc, je ne pensais pas écrire. Et en fait, le coup de chance, c'est que donc Raymond Audemars qui bosse pour Florent Masson. En fait, je m'étais fait un gros fantasme d'ailleurs. C'était ah oui, alors tout ça c'est simultané. Et en même temps, il y avait ce projet d'en faire un jeu vidéo. Mais en fait, c'est le roman arrive avant. C'est-à-dire que Raymond, un jour, je lui dis, j'engageais Raymond. En fait, quand je faisais mes émissions de télé, comme je pensais que j'étais nul en écriture, j'engageais des rédacteurs. Donc Raymond faisait partie des rédacteurs que j'engageais régulièrement pour faire toute la partie littéraire de la production audiovisuelle. Et un soir, ça a duré une nuit entière, j'ai dit à Raymond, mais alors ça c'est un fantasme aussi qu'on a, qui n'existe pas en réalité, mais
Raymond, mais puisque tu es écrivain, puisque tu sais écrire, j'ai une super histoire à te raconter. Et je lui raconte toute cette cosmogonie des récifs, hein, ça a pris quasiment toute la nuit. Je lui raconte tout cet univers qui m'habite, toute cette cosmogonie cohérente. Et puis là-dessus, bah voilà, ça reste un peu lettre morte. Et quelques mois plus tard, Raymond me dit, bah tu sais, ton histoire, je vais pas l'écrire. Moi, j'ai mes propres histoires à écrire. Et évidemment, hein, les écrivains, ils ont autre chose à faire, sinon, à moins que tu les payes très cher pour écrire les autres. Mais il me dit, tu vas l'écrire toi. Et je te passe commande. Et Raymond avait comme projet chez Florent Massot de faire une collection de science-fiction avec plusieurs écrivains, dont moi j'aurais géré la cosmogonie, ce qu'il appelle la Bible, parce qu'il me dit, ce que tu détiens là, c'est un truc très rare, une Bible cohérente, c'est-à-dire tu sais exactement qui fait quoi, où, quand, comment. Et donc tu vas écrire le premier tome, et on va confier à d'autres auteurs d'écrire tous les autres tomes de cette saga, et tu surveilleras que c'est cohérent par rapport à ton univers. Et donc je lui dis, mais je suis pas écrivain, il dit, on s'en fout, vas-y, commence. Et là, je me mets, alors ça tombait bien, j'avais 5 mois devant moi où j'avais un peu d'argent de côté, parce que évidemment, ça prend à plein temps. Et là, je mets en place un processus rigolo aussi, toujours un processus immersif. C'est-à-dire, j'avais flashé sur les cosmonautes qui, en apesanteur, racontaient que comme ils étaient en apesanteur, ils ne se rendaient pas compte quand ils passaient de l'état de veille à sommeil. C'est Joseph Allen, un cosmonaute américain qui raconte ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça, c'était demi-état où tu ne sais plus si tu es réveillé ou pas. Et donc, j'avais installé mon ordinateur, les Mac, on pouvait mettre plusieurs claviers. J'avais installé le Mac à l'horizontale pour pouvoir écrire allongé, tu vois, avec un clavier sous chaque main, parce que j'avais appris à écrire aussi pour limiter l'interface homme-machine, c'est-à-dire que je pense, j'écris. Et en fait, je commence à écrire. Et là ça part en live. Alors je te passe tous les détails parce que Raymond va me dire des choses. Au début, je commence à écrire en soignant vachement mes paragraphes. Là, Raymond me dit non, mais t'arrêtes ça. Faut que tu écrives tout le roman complet en entier avec deux pieds gauche. C'est-à-dire que il s'en foutait complètement du style. Il voulait voir toute l'histoire. Et ensuite, c'est après le dernier conseil fort qu'il m'a donné. Il m'a dit maintenant tu reprends paragraphe par paragraphe. Et tu réécris juste en simplifiant, c'est-à-dire en éliminant, en essayant d'écrire en un minimum de mots la même scène et en simplifiant au maximum. Et quand tu n'arrives plus, tu passes au chapitre suivant et ainsi de suite. Et ça, c'était, je crois, 2 conseils fondamentaux pour l'écriture du roman. Et je l'ai écrit en 3 mois avec des petits rituels que j'appelle les rituels cyberspatiaux aussi. Hein, c'est avec des états de transe générés par une mise en place de la technologie un peu particulière. Je lui envoie le final. On a fait 2 relectures ensemble. Et il me rectifie il me dit de déplacer certains paragraphes ou de développer certains autres endroits. On l'envoie à Florent Massot. Et là, j'ai une production qui démarre. Donc, du coup, j'oublie que j'ai écrit un roman qui est parti chez Florent Massot. Et j'attends à ce qu'il revienne. Parce que, oui, alors le truc qui est rigolo, c'est que, évidemment, ça aussi, c'est une expérience d'auteur absolument géniale qu'on connaît, nous, en tant que dans Second Life, c'est que j'invoque un serial killer qui est Jim Retz. Et à un moment, tes auteurs, tes personnages prennent vie en tant qu'auteur, en toi. Et tu peux pas tricher. Alors c'est un méchant, il est très très méchant, Jim Retz. Et il commence à commettre des horreurs. Et moi-même, j'ai commencé à essayer de m'auto-censurer. Mais tu sens que le personnage ne veut pas être censuré. C'est-à-dire que tu es honnête avec toi-même et ton propre personnage, faut que tu ailles au bout du bout. Et alors je dis à Raymond, tu sais, c'est assez horrible ce que je suis en train d'écrire. Il y a quand même des scènes assez violentes. Et, parce que Gillian Retz, il n'est pas cool, quoi. Et là, Raymond me dit, t'inquiète, lâche-toi, te préoccupe pas, et on censurera après. On nettoiera après. Le temps passe. Et un beau jour, j'appelle Raymond, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de Raymond, c'est peut-être tombé à l'eau, donc je l'appelle. Et là, Raymond me dit, mais t'es pas au courant, il est dans les bacs de la FNAC la semaine prochaine. En fait, ce fourbe m'avait absolument pas prévenu. Il a passé le premier passage à les 2 relecteurs, il y a eu 2 relecteurs qui ont corrigé les fautes d'orthographe, etc. Et en fait, ça, c'est la force de frappe de l'époque de Florent Massot, hein, c'est-à-dire que Florent avait une vraie force de frappe éditoriale, c'est-à-dire le bouquin s'est retrouvé à sa sortie dans tous les bacs de promo de toutes les FNAC de France. Donc, rien qu'un seul effet mécanique, il avait tiré ça à 5000 et il en a vendu 2500 en 4 mois.
le roman, et puis il a fonctionné. Hein, j'ai commencé à avoir des fans qui sont arrivés, qui ont voulu, et puis il y a eu ceux qui ont été traumatisés par le bouquin. Donc parce que j'ai fait aussi un truc littéraire dans le bouquin, c'est-à-dire que j'ai pas voulu faire, et ça a choqué beaucoup de critiques de la science-fiction qui sont habitués à ce que la violence soit édulcorée. C'est-à-dire la majorité des romans, même les polars, quand les scènes sont vraiment trop glauques, l'auteur il y a des façons de raconter la chose qui distancient le lecteur de la violence réelle décrite. Et en écrivant, j'ai fait une expérience en fait littéraire. C'est-à-dire, je me suis dit non mais il y a deux niveaux de narration. Il y aura un niveau édulcoré, mais quand c'est vraiment des scènes criminelles, je veux pas justement être complaisant. Je vais décrire ce qui se passe vraiment, quoi. Et en fait, ça a traumatisé un paquet de lecteurs. Le fait que je n'ai justement pas mis de distance, hein, ils ont cru, d'ailleurs, beaucoup ont pensé que c'était on va dire que c'était de la complaisance, et en fait, c'est exactement le contraire. C'était que j'ai voulu être complaisant dans mon écriture dans les scènes de violence de Thanatos, qui porte bien son nom d'ailleurs. Voilà. Et donc le roman sort, et puis à partir de là, j'ai un autre copain, Pascal Joseph, une autre relation, qui me propose d'écrire à peu près juste après, ou au même moment, un projet de scénario pour soumettre aux boîtes de jeux vidéo. Et donc je vais pareil, puiser dans la même cosmogonie. Et pareil, alors le projet Thanatos, malheureusement, Florent Massot va se faire... on va dire, il va se faire un peu planté par Actes Sud, c'est pas le roman, hein, c'est Actes Sud qui plante Florent Massot, et du coup il dépose le bilan, et que la saga, tout le projet de saga s'effondre. Comment ça s'appelle, J'ai lu, et J'ai lu reprend le bouquin, et le Diable Vauvert me dit qu'ils vont... Oui, c'est ça. La directrice du Diable Vauvert, à l'époque, bossait pour J'ai lu, et me reprend le bouquin chez J'ai lu. Donc la saga devait être reprise par J'ai lu, mais en fait c'était un plan enfoiré, c'est-à-dire qu'en fait elle réglait ses comptes avec J'ai lu, et elle a fait signer plein d'auteurs pour que J'ai lu se retrouve dans la merde avec plein d'auteurs. Donc j'étais un peu instrumentalisé dans l'histoire, et en fait J'ai lu quelques mois plus tard m'a renvoyé le bouquin en disant qu'il ne pouvait pas. Ça pouvait pas, c'est vraiment le milieu, là, c'est le cynisme du milieu de l'édition, hein, qui est quand même un milieu assez pourri. Et donc, ça a tué la saga. Voilà, donc la saga s'est arrêtée là, n'ayant pas d'éditeur, et les autres éditeurs traditionnels de science-fiction ont été tous un peu trop. Alors, en parlant de suite et de tome 2, moi je vais te faire une proposition. Là, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. C'est vraiment passionnant. Et je me demande si tu serais d'accord pour qu'on fasse l'épisode 2, qu'on se fixe une date et qu'on reprenne. On est à peu près à la moitié, nous, par rapport à tout ce qu'on voulait aborder. Donc, on se fixe une date pour continuer l'entretien une prochaine fois. Avec plaisir. Ah, super. Super, écoute, merci Yann-Mine pour le temps que tu nous as accordé. Donc on se retrouve bientôt. C'était vraiment passionnant, et il me tarde de reprendre cette conversation. Super. À bientôt donc. Merci à beaucoup. Bientôt. À bientôt. Un grand merci à tous les deux pour votre accueil, et à bientôt. À très vite, un grand merci à toi. À plus.